La précédente vidéo parlait des épidémies du virus Ebola. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Non pas parce qu'elle est essentielle à cette vidéo, mais histoire d'avoir un peu de contexte. Mais là, on va parler directement de la biologie du virus. Je tiens à préciser que ça risque d'être assez compliqué. Je vais essayer de simplifier certains trucs, mais pas la totalité, histoire que ça ne dure pas diplôme, pour faciliter la compréhension. Je vais traiter précisément de la phylogénie taxonomie du virus, ensuite enchaîner sur la morphologie de la particule virale ainsi que sur son génome. Après ça, je parlerai de son spectre d'hôtes et de son cycle de réplication, et pour ensuite enchaîner avec la maladie et les mécanismes de pathogénicité du virus. La fin sera dédiée aux solutions pour lutter contre le virus comme la vaccination, le diagnostic ou les voies thérapeutiques. Bref, la vidéo va être longue et dure. C'est quoi Ebola du coup ? Le virus Ebola, précisément Orthoebolavirus arens, fait partie du genre Orthoebolavirus, de la famille des Filoviridae, dans l'ordre Mononegavirales, qui concerne les virus à ARN simple brin négatif non segmenté. Il fait partie de la classe Mongiviricetes, qui regroupe les virus infectant les champignons, les plantes et les animaux, dans le phylum Negarnaviricota, soit les virus à ARN simple brin négatif, dans le royaume Ortornavirae, dédié aux virus avec une ARN polymérase ARN dépendante, tout ça dans le rime Riboviria, composé majoritairement de virus à ARN. Cette famille fut créée en 1967 avec la découverte du virus Marburg, dans la ville de Marburg justement. Et au sein de la famille, il y a 8 genres, avec 16 espèces répertoriées. Les plus marquants sont Ortho-Marburg virus, avec le virus Marburg, ou Ortho-Ebola-virus, qui comporte 6 espèces. Le virus Ebola, le virus Soudan, le virus Thai Forest, le virus Bundibugyo, le virus Bombali et le virus Reston. Sur ces 6, seulement 5 infectent l'homme, même si Reston ne provoque pas de maladie, et le dernier, Bombali virus, n'infecte que les primates non humains. Les autres genres sont Cuevavirus, Dianlovirus, Oblavirus, Striavirus, Tabjovirus et Tamnovirus. Le génome du genre Orthoebolavirus fait en moyenne 18 941 nucléotides, mais c'est Orthoebolavirus bombaliensis qui a le plus grand génome avec 19 043 nucléotides, et Orthoebolavirus soudanaise est celui avec le plus petit génome avec ses 18 875 nucléotides. Quant à Orthoebolavirus arens, il en a que 18 959. Il y a 9 ORF, mais 3 sont dans une seule protéine, donc en gros il y a 7 protéines. La majorité sont des protéines structurales formant le virion. GP1-2 qui est la glycoprotéine du virus, sous forme d'homotrimère, et avec un domaine mucin-like pour cacher le RBD, qui va servir au virus d'entrer dans la cellule. Il existe aussi une version sécrétée de cette protéine, SGP, qui est un homodimère, et une version excrétée, dont il est supposé jouer un rôle dans la pathogénicité du virus. Il y a aussi la SSGP, mais on ne sait quasi rien, donc OSEF. VP40, qui va donner la forme du virion, et NP, qui sert de nucléoprotéine, et qui va contenir le génome du virus, et sera toujours lié à celui-ci afin de le protéger des mécanismes de défense des cellules. La protéine L, pour large, et l'ARN polymérase ARN dépendante, qui va répliquer et transcrire le génome, car dans les cellules, il n'y a aucune polymérase qui lie l'ARN, seulement l'ADN. VP35 et VP24 sont des cofacteurs de L, mais VP24 joue aussi un rôle dans la formation de la nucléocapside et dans la compaction de la nucléocapside dans la particule. Elle joue aussi un rôle dans la stabilisation de la nucléocapside via la formation d'un pont. Et pour finir, on a VP30 qui est un facteur de transcription qui permet d'initier et réguler la transcription des gènes. Ce n'est pas la seule fonction qu'ont ces différentes protéines. Certaines sont impliquées dans la pathogénicité du virus, mais j'en parlerai plus en détail le moment venu. Les virions ainsi produits ont une forme filamenteuse, d'où le nom filovirus. Ouais, ça ne se fait pas chier sur les noms. La longueur d'un virion classique est de 1,9 micromètres, mais certains virions peuvent être supérieurs à 20 micromètres. Les particules ont un diamètre de 96 à 98 nanomètres, et il existe aussi des particules vides dépourvues de génome. Ce sont des virus enveloppés, donc ils possèdent une membrane lipidique, avec des GP positionnés un peu au pif, mais espacés d'au moins 10 nanomètres. La nucléocapside est hélicoïdale et est reliée à VP40 par une section qui sert de pont entre la NP et VP40, composée majoritairement de VP24 et VP35. La polymérase L est aussi embarquée dans le virion, sinon le virus ne peut pas se répliquer lorsqu'il entre dans une cellule. La compaction du génome est assez particulière, car il peut y avoir la présence de diploïdies, en gros plusieurs copies du génome. On retrouve des particules avec aucun génome, d'autres avec une seule copie, nommée G1, et d'autres avec plusieurs copies, comme 2 copies, G2, 3 copies, G3, etc. La plus longue particule contenait 22 copies de génome. Ça peut être soit continu, autrement dit les copies se suivent à la chaîne, soit liées par de petits passages dépourvus de génome. Le fait d'avoir plusieurs copies peut entraîner des malformations du virion, comme la présence de virions branchés, et pour en finir, sur la forme des virions, il est possible d'observer la formation de tores au niveau des extrémités des virions. Il y en a qui appellent cette forme flingue chargé. Franchement, je n'ai rien à dire.
Le spectre d'hôtes du virus, donc les saloperies qu'il est capable d'infecter, se concentre sur les mammifères, principalement les chauves-souris frugivores ou carnivores, mais aussi des primates humains ou non, des ruminants comme des céphalophes, des petites antilopes en gros, des chiens, mais aussi des porcs, dans le cas du virus Reston. Il a été aussi observé que le virus Ebola puisse infecter d'autres espèces de mammifères, comme des rongeurs, mais ce n'est pas directement pathogène. Il faut que ce dernier s'adapte à l'hôte pour l'être. Bref, le virus a un spectre d'hôtes assez large, même si certaines espèces, dont les primates humains ou non, sont des hôtes accidentels. Comment attrape-t-on le virus Ebola? Eh bien, de plusieurs manières. Déjà, la transmission ne peut se faire que lors de l'apparition des symptômes, ce qui est rassurant. Le plus souvent, c'est par contact direct avec un humain infecté, avec un humain non affecté, qu'il soit vivant ou non. Comme par exemple, en serrant la main d'un malade ou lorsqu'il y a un contact avec des fluides corporels, car le virus est présent dans pas mal de fluides humains. Sang, sueur, sperme, salive, urine, liquide amniotique, etc. Les fomites, donc des surfaces où le virus est présent, peuvent provoquer l'infection. Mais là, ça dépend du virus sur des surfaces et liquides. Des tests ont été faits sur les filovirus comme Ebola et Marburg, et grossièrement, à faible température, ces virus peuvent survivre minimum 3 semaines sur des surfaces comme du verre et du plastique, ainsi que des liquides, du sérum de porc. Mais bon, en Afrique, il fait pas 4 degrés, et on trouve pas du sérum de porc très facilement, donc c'est pas trop pertinent. On ne sait pas si le virus peut vivre longtemps dans l'eau, car déjà, il s'agit d'un virus enveloppé, donc moins stable qu'un virus nu, mais aussi que ça dépend de plein de facteurs comme la salinité, le pH, etc. En fait, on peut généraliser la persistance d'un virus sur une surface en fonction de plein de facteurs tout court. Si on met le virus Ebola sur une surface plastique, dans des conditions normales en Afrique, il persistera différemment qu'à 4 degrés. Une autre voie de transmission du virus, mais qui reste tout de même à l'état d'hypothèse, c'est la transmission par gouttelettes et aérosols. Il a été démontré que le virus peut être présent dans des aérosols et peut être infectieux pendant au moins 100 minutes. Soit 1h40. De plus, le virus a été identifié dans le tractus respiratoire. Cependant, on ne sait pas si le virus Ebola est présent dans les aérosols humains, car pour l'instant, tout a été fait artificiellement. Et bien évidemment, cela dépend de facteurs extérieurs, car cela a été démontré dans des conditions qui ne sont pas représentatives de la réalité. Il est aussi supposé qu'il soit présent dans les gouttelettes, mais ça ne reste que des suppositions. Dans tous les cas, si cela est avéré, il y a le masque. Et deuxièmement, ça ne serait pas la méthode de transmission la plus utilisée par le virus. Le virus, dans sa biologie, touche tout le monde sans distinction. Mais paradoxalement, ce sont les femmes, aides-soignantes surtout, les plus touchées par le virus, parce qu'elles sont plus à risque d'être exposées à ce dernier en étant en première ligne lors d'épidémies. En gros, la transmission, et qui a le plus de chances de choper le virus, dépend du contexte social. Dans le cas des femmes enceintes, c'est encore plus fun. Vu comment c'est hardcore, c'est pas... Le virus peut se transmettre verticalement, donc de la mère à l'enfant, ce qui va entraîner très souvent la mort du fœtus, une façon d'avorter un peu extrême en soi. Vous avez attrapé le virus, ce n'est pas fou, mais avec un peu de chance, tout est relatif, vous pouvez être asymptomatique. Autrement dit, vous avez le virus, mais vous n'avez pas la maladie. D'après une méta-analyse, la proportion d'asymptomatiques est d'environ 27%, mais c'est à prendre avec des grosses pincettes, car malheureusement, les données sont très limitées, ce qui veut dire que ce chiffre peut être bien plus élevé, ce qu'on n'espère pas, ou au contraire, beaucoup plus faible. Il y a aussi quelques cas d'individus dits aussi symptomatiques, donc qui ont une maladie mais présentent peu de symptômes, ce qui rend un peu plus compliqué le diagnostic et facilite donc la transmission, même si ça reste moins pire que les asymptomatiques. Son tropisme cellulaire, donc le type de cellule qu'il va pouvoir infecter, est très large et est médié par sa protéine GP1-2 et nécessite 2 récepteurs cellulaires. Le premier est situé à la surface des cellules et est pas spécifique du tout. Ça peut être le récepteur DC-Sign, présent chez les cellules immunitaires comme les cellules dendritiques et les macrophages, ou encore des récepteurs ubiquitaires qui sont donc des récepteurs présents chez beaucoup des cellules. Il peut donc infecter un bon nombre de types cellulaires comme des cellules immunitaires innées, des cellules endothéliales, hépatiques, etc. Une macropinocytose va être faite et le virus va être dans un macropinosome. Au fil du temps, cette vésicule va s'acidifier et fusionner avec le lysosome, qui contient des protéases. Celles qui vont nous intéresser vont être les catepsines B et L. Elles vont cliver les domaines mucine-like et exposer le RBD du virus présent sur la GP1. Il va reconnaître un autre récepteur nommé Niemann-Pick-C1, impliqué dans l'absorption du cholestérol et présent dans pas mal de types cellulaires, et va permettre à GP2, qui contient le domaine de fusion, de fusionner avec la membrane du macropinosome et de relarguer le génome du virus dans la cellule. Après cela, la polymérase L, accompagnée de VP30 et 35, va commencer à synthétiser un ARN simple brun positif, autrement dit un ARN messager, qui va permettre de produire des protéines essentielles à la réplication et transcription du génome, ainsi que la NP. Il s'agit d'une transcription primaire. Il va y avoir ensuite la formation de ce qu'on appelle un corps d'inclusion, qui va être l'endroit où le virus va faire toute sa vie. Il s'agit d'une zone dense aux électrons qui est séparée en 3 compartiments. Le compartiment où le génome va se répliquer, la section où aura lieu la transcription secondaire, donc la transcription et la traduction de toutes les protéines, et la zone où va être assemblé le complexe ribonucléoprotéique. À l'exception de l'AGP qui va être traduite au niveau du réticulum endoplasmique et va subir des modifications post-traductionnelles dans le Golgi pour être à la fin au niveau de la membrane ou être sécrétée. Toutes les zones protéines sont produites dans le corps d'inclusion. VP40 va directement aller au niveau de la membrane en cédant des vésicules de sécrétion contenant l'AGP et les autres protéines, quant à elles, vont rester dans le corps d'inclusion pour 1. Protéger le génome
et de s'assembler au génome transcrit dans un autre compartiment. La réplication du génome consiste en la synthèse de brins positifs par la polymérase L, avec comme matrice le brin négatif, puis la synthèse du brin négatif, qui sera encapsidé dans le génome, avec le brin positif comme matrice. La NP va directement s'associer au brin, qu'il soit positif ou négatif, afin de le protéger du système immunitaire de la cellule. Toujours dans cette zone, il y aura la formation de la nucléocapside, au niveau du brin négatif, qui sera transporté au niveau de la membrane grâce à la formation d'une comète d'actine, protéine du cytosquelette cellulaire, un procédé d'ailleurs utilisé chez d'autres organismes, comme l'Listeria monocytogenes. Grâce à la NP, VP24 et 35 et VP40, il y a la formation de phylopodes, ce qui va donner la forme filière des virions, et permet à la nucléocapside de rentrer. C'est donc l'étape de bourgeonnement, et après, la particule est relâchée. La période d'incubation du virus, donc le temps avant que les premiers symptômes apparaissent, est compris entre 2 et 21 jours. Mais généralement, l'apparition de la maladie se produit entre le 5e et le 12e jour. Et comme dit avant, tant que vous n'avez pas la maladie, vous n'êtes pas infectieux. Les premiers symptômes ne sont pas spécifiques. Autrement dit, on ne va pas cramer direct que vous avez le virus. Ça commence par des symptômes qui peuvent être confondus avec une grippe, comme une fièvre élevée, supérieure à 38 degrés, un mal de tête, suivi 3 jours après d'une conjonctivite, de toux hémorragique, en gros du tousse de sang pour ceux qui sont au fond de la classe, et d'une pharyngite nécrotique, un mal de gorge en gros, accompagné de douleurs musculaires. Et d'une faiblesse intense. Des vomissements et de grosses diarrhées sont aussi de la partie et permettent de savoir que finalement ce n'est pas une grippe. Au 5e jour, il y a l'apparition d'éruptions cutanées, maculopapuleuse ou non, et dans certains cas, d'atteintes rénales et d'hépatite entraînant une jaunisse, et même il peut y avoir des dysfonctionnements d'organes. Il y a aussi des hémorragies internes et externes qui peuvent apparaître, conjonctivite hémorragique, hématémèse, épistaxie, méléna, hématurie, mais ne sont pas tout le temps présentes, comme montré lors de l'épidémie de 1994 à 1996. Il y a aussi la présence d'œdème cérébral dans certains cas. À la fin, l'individu est atteint de fatigue et finit par canner au bout du 6e ou le 12e jour, à cause de la déshydratation causée par les diarrhées, la défaillance de plusieurs organes et ou aussi par la perte de sang des hémorragies, donc un choc hypovolémique. Il y a aussi la présence d'obnubilation, des altérations des capacités cognitives et de perte de fièvre, normothermie, lors du stade final de la maladie. Ce sont les symptômes les plus récurrents de la maladie, mais il y a aussi dans certains cas des rhabdomyolyses, qui est une dégradation des tissus musculaires squelettiques. Ouais, ça ne rigole vraiment pas. Vous n'êtes pas bien? Pour vous remonter le moral, on va parler de gamins. Les femmes enceintes sont plus enclines à faire des fausses couches, si elles sont atteintes du virus, parce que forcément le virus est plus létal chez les gamins que chez les adultes. Il y a une corrélation entre une forte virémie, donc la présence de virus dans le sang ou fluide corporel, et maladie sévère et fatale. Si vous avez une charge virale dans le sang supérieure à 106 copies par millilitre, plus couplée à certains marqueurs cellulaires, qui sont censés être présents dans les cellules, dans le sang, il y a de fortes chances que vous y restez. Ce n'est pas le seul critère qui fait que vous allez avoir un cas d'Ebola fatal, il y a aussi un faible taux de cellules immunitaires ou encore la présence de marqueurs spécifiques. Vous avez survécu, c'est cool, mais l'enfer n'est toujours pas fini, pour vous comme pour les autres. Le génome d'Ebola peut persister dans certains fluides bien après la fin de la maladie, et la fin de la période de clearance, comme par exemple dans le sperme et les sécrétions vaginales, où il peut persister pendant plus de 400 jours, et peut reprovoquer une épidémie en cas de rapport non protégé, même si c'est rare. Du coup, je peux même pas vous dire que vous faites baiser, car au final, vous n'avez pas le droit. À part ça, vous avez des séquelles de la maladie. Certains sont indirects, comme des PTSD causés par la perte d'un proche ou juste l'horreur de la maladie, mais d'autres plus directs, comme de la fatigue, des douleurs musculaires, problèmes de vue, d'ouïe, ou dans quelques cas neurologiques, et je suis non exhaustif. Ces symptômes peuvent perdurer assez longtemps après la maladie. D'après l'INSERM, il y a des cas qui se sont toujours pas remis après 4 ans. Et on peut même se demander si un jour ils se remettront tous de ces séquelles. La pathogénicité dépend de l'espèce au sein du genre Ebolavirus. Comme dit plus tôt, Reston ne provoque pas de maladie chez l'homme, et Bombali n'affecte pas tout court l'homme. De plus, leur létalité varie. Ebola Zaïre est d'environ 72% en moyenne, des fois ça peut atteindre 90%, et Soudan 53%, pour ne citer que ces deux-là. Dans tous les cas, on va se focaliser sur le virus Ebola, donc Orthoebolavirus zerens. Cependant, si ça vous intéresse, je peux toujours faire une vidéo complémentaire en expliquant brièvement les différences. Déjà, lors de l'infection, la première cible du virus est les cellules immunitaires innées, précisément les macrophages et les cellules dendritiques. Pourquoi? Pour deux raisons. Se propager dans le corps, comme dans le foie ou la rate, et niquer le système immunitaire adaptatif en allant dans les organes lymphoïdes secondaires. Mais ce n'est pas tout. L'infection de ces cellules va produire ce qu'on appelle une tempête de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires, comme TNF-alpha, interleukine 1-bêta, interleukine 6, interleukine 8, etc., qui va avoir plusieurs effets. Le premier, recruter au niveau du site d'infection d'autres cellules immunitaires afin de les infecter et se propager et amplifier la réponse pro-inflammatoire. Le second, cette quantité aberrante de molécules pro-inflammatoires va dérégler le système immunitaire adaptatif, autrement dit les lymphocytes T et B, qui va finir par tuer ces dernières et aussi provoquer un épuisement prématuré des cellules de ce système qui sont alors activées trop vite et trop intensément, dans un cas plus général. Il n'y aura donc pas de lymphocytes T et B en grande quantité pour parer le virus, lui laissant le champ libre pour infecter des cellules et se répliquer. Le troisième
troisième, c'est que cette tempête va entraîner des fuites vasculaires, un dysfonctionnement endothélial et d'autres problèmes, comme une coagulopathie qui peut provoquer des hémorragies. Une de ces cytokines, la TNF-alpha, qui comme son nom l'indique, va provoquer la mort cellulaire par nécrose ou apoptose, mais ce n'est pas réellement son but. Elle a deux fonctions principales, une locale, qui consiste à contenir l'agent pathogène au niveau de l'infection, par la création de caillots sanguins dans les petits vaisseaux, et une qui est systémique, qui est de recruter les cellules immunitaires innées pour régler l'infection. Cela se traduit par de la fièvre par exemple. Par contre, cette cytokine s'équipe au double. Si mal régulée, par exemple si l'agent atteint le système sanguin et devient général, un sepsis donc, plusieurs macrophages dans le corps, comme le foie, la rate, et j'en passe, vont produire de la TNF-alpha, ce qui va entraîner une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, entraînant une perte du volume sanguin, mais aussi une diminution de la pression sanguine, et donc un choc qui peut être fatal. Autre chose, de l'oxyde nitrique est également observé dans le sang des individus décédés de la maladie. Cela peut provoquer des dommages tissulaires, de l'apoptose, etc. La thrombomoduline, protéine transmembranaire des cellules endothéliales, qui permet en gros de réduire la coagulation sanguine en interagissant avec la thrombine, et la ferritine, protéine importante à l'absorption et stockage du fer, et présente en grande quantité dans le sang, par exemple lors d'une inflammation ou d'une cytolyse hépatiques, sont également présents dans le sang des individus malades atteints d'un cas d'Ebola fatal, en grande quantité. Voilà, c'était un bref résumé de la pathogénicité, mais maintenant je vais parler de chaque molécule que le virus utilise indépendamment pour pas que ce soit trop le bordel. Ce sont les premières protéines dont je vais parler car grossièrement, ce sont les premières protéines à agir lors de l'infection. Avant, un peu de contexte. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, ce virus va être reconnu par des récepteurs appelés PRR via des motifs antigéniques appelés PAMPs et leur activation déclenche la réponse d'interféron qui permettra la production de molécules appelées interférons alpha et bêta, sont des interférons de type 1, qui ont pour rôle de limiter la réplication du virus et de dire aux cellules voisines qu'il y a un étranger et qu'elles doivent se préparer en attendant le système immunitaire via l'activation de plusieurs voies de signalisation, par exemple les voies JAK et STAT, via d'autres récepteurs qui vont permettre d'exprimer des gènes, appelés ISRE, contre l'agent pathogène. Donc forcément, les virus ont des mécanismes pour bloquer cette signalisation pour se répliquer plus facilement, dont le virus Ebola. VP35 est une protéine qui va justement empêcher ce mécanisme de fonctionner. Comment ça fonctionne concrètement? Ce n'est pas très simple. Ouais, car là, on va parler signalisation. La VP35 agit à plusieurs niveaux. Il inhibe l'induction des promoteurs des ISRE et de l'interféron bêta. La protéine a aussi un domaine lui permettant de se fixer à l'ARN double brin, lui permettant d'empêcher la production de IRF3, un facteur de transcription très utile dans la production des IFN1 et interagissant avec RIG1, un récepteur qui reconnaît l'ARN double brin, qui n'est pas censé être présent dans les cellules, qui va entraîner une cascade de signalisation qui va induire la production d'IFN1. Dans la même voie de signalisation, VP35 se fixe sur IKK epsilon et TBK1, qui empêche la phosphorylisation d'IRF3, la rendant donc inactive pour exprimer les IFN1. Et également, cette faculté de se lier à l'ARN double brin lui permet aussi de supprimer l'activité ARN interférent des cellules. Pour faire simple, c'est un mécanisme qui se lie avec de l'ARN étranger et le dégrader, et empêche sa traduction, donc réprime l'expression du gène. Mais il n'est pas seul. Il y a aussi VP24 qui est capable de bloquer la voie de signalisation IFN1. Alors, comment il fait? La protéine va se lier et donc bloquer les cariophérines, des protéines qui permettent de faire passer dans le noyau d'autres protéines, comme les STAT1, essentielles dans la signalisation induite par les IFN. En se liant avec ces protéines, les STAT1 ne peuvent plus s'accumuler dans le noyau et activer les gènes impliqués dans la réponse antivirale. Mais histoire d'être sûr que ça soit bien inactif, VP24 va aussi se fixer à la protéine STAT1. Et pour en finir, avec VP24, elle intervient dans la signalisation P38. P38 est une MAP kinase, une protéine kinase activée par mitogène, et a aussi un rôle dans la réponse interféron, via sa phosphorylisation. Et bien, VP24 va empêcher sa phosphorylisation, ainsi que celle de la protéine avec laquelle elle va agir, l'ATF2. Ces deux protéines vont également empêcher la maturation et l'activation des cellules dendritiques, les rendant inopérantes à présenter un antigène au système immunitaire adaptatif. Pour faire simple, VP35 est un répresseur de plusieurs gènes dans les cellules dendritiques. Les gènes réprimés sont les suivants: les cytokines, les chimiokines et leurs récepteurs, même si l'effet est moindre ces dernières, diverses voies de signalisation de l'immunité innée et adaptative, dont certaines n'étant pas dédiées au virus, comme les TLR2 qui sont dédiés aux bactéries. Même pas mal de TLR sont affectés, et IRIC1, les marqueurs de croissance comme CD54, CD80 et CD86, en se liant au RLR, qui va empêcher la production de tous ces marqueurs. Les JAK et STAT, impliqués dans la réponse IFN, d'ailleurs les gènes IFN sont aussi réprimés, ainsi que les CMH1 et 2, qui sont des molécules où va se lier un fragment de l'antigène qui va être présenté aux lymphocytes et qui est important dans leur médiation. En bloquant les marqueurs de croissance et les CMH, la cellule ne peut donc pas maturer ou sera aberrante. D'ailleurs, cette cinétique va varier au fil du temps. Au début de l'infection, il y a une répression des gènes, et plus le temps passe, plus cette répression devient importante. Cela est dû à VP24. Au début de l'infection, elle va exprimer des gènes des cellules dendritiques, dont les gènes que VP35 réprime, ce qui va contrecarrer, faiblement faut être honnête, l'effet de VP35. Au fil du temps, cet effet va diminuer et VP24 va également réprimer les gènes. Ceci explique pourquoi cette répression soit différente en début et en fin d'infection. Bref, tous ces mécanismes permettent plusieurs choses.
déjà se répliquer rapidement, vu que le virus n'est plus emmerdé par les mécanismes de défense de la cellule. Les conséquences sont qu'avec un fort taux de réplication, plus de virus dans le sang, donc une réponse immunitaire plus importante, et surtout, le système immunitaire aura du mal à gérer l'infection, surtout qu'il est déjà KO. Une autre raison, c'est de pouvoir se protéger du système immunitaire, car les cellules dendritiques sont ultra importantes dans la réponse immunitaire adaptative. Lorsqu'elles sont matures pour leur âge, elles vont présenter l'antigène aux lymphocytes, et ça va résulter en la fin du pathogène dans le corps, car l'adaptatif est bien plus efficace. Petit rappel des différentes glycoprotéines, il y a l'AGP classique, qui elle va être présente sur le virion, et 3 autres GP. L'AGP excrétée, qui est une GP classique mais sans la partie transmembranaire, la SGP qui est un homodimère formé d'une partie du gène GP et de modifications post-traductionnelles, donnant également le delta peptide, et la SSGP issue de la même partie du gène que la SGP, mais en plus courte, avec un clivage différent. À part la GP classique et la GP excrétée, on n'est pas réellement sûr de la fonction des autres GP. Quel est le rôle en dehors de l'infection? Eh bien, il y en a plusieurs, et tous concernent le système immunitaire. La GP va se fixer à des récepteurs particuliers appelés TLR4, des cellules immunitaires, comme des monocytes, cellules dendritiques, macrophages, etc., et les lymphocytes. Cela n'a pas pour rôle de les infecter, mais foutre le sbeul. Dans le cas des macrophages par exemple, ça va déclencher une sécrétion de molécules pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 6, 10, 12, 8, 1B et 1RA, qui va entraîner des fuites vasculaires, pouvant causer des hémorragies, une inflammation systémique ou encore des défaillances d'organes. Un autre rôle, c'est la différenciation des monocytes afin de les rendre plus susceptibles à une infection par le virus. Et dans le cas des lymphocytes B et T et les cellules NK, c'est induire leur mort, sachant que le virus ne peut infecter les lymphocytes T et lymphocytes B, donc faut bien s'en débarrasser. Comment qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. L'AGP va être reconnue par les TLR4, provoquant une cascade de signalisation qui va produire du TNF-alpha en trop grande quantité, qui va lui-même enclencher différentes voies de signalisation de mort cellulaire, précisément l'apoptose et la nécrose. Un autre rôle bien plus vicieux est l'AGP excrétée, et possiblement la SGP, c'est qu'elle peut servir de leurre au système immunitaire adaptatif. Vu que c'est quasiment la même protéine que l'AGP de base, elle peut être reconnue par des anticorps anti-GP, donc leurrer la réponse humorale et rendre plus compliqué l'élimination du virus. Le delta peptide, issu d'un clivage dans SGP, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Les chercheurs pensent qu'il sert de viroporine. Autrement dit, il va se caler dans les membranes des cellules, les endommageant afin de provoquer leur mort. Et la SSGP, personne ne sait. Elle a vraiment pas de buzz. Même si on peut supposer qu'elle a les mêmes rôles que les autres GP. Les cellules peuvent produire ce qu'on appelle les exosomes. Ce sont des vésicules lipidiques contenant des protéines qui vont être sécrétées par une cellule et qui vont être réceptionnées par d'autres cellules. Et le virus Ebola va se servir de ça pour faire chier. Les exosomes vont contenir de la VP40 qui sera phosphorylée par les cyclines A et E et CDK2 et que cette VP40 peut entraîner la mort des lymphocytes T. D'ailleurs, cette VP40 va réduire l'expression des machineries impliquées dans le RNA silencing ou ARN interférent. Il est donc supposé que via cette modulation de ce mécanisme, la VP40 peut induire la mort cellulaire des lymphocytes T. Bref, pris ensemble, le virus Ebola possède un sacré arsenal pour mettre à mal la réponse immunitaire et déclencher une maladie bien violente. C'est vrai ça. Pourquoi est-il aussi violent? Déjà, je vais m'improviser Darwin et vous faire un cours d'évolution, sauf que moi, je ne baisse pas avec ma cousine. On pense à tort que plus un virus est virulent, plus c'est néfaste pour lui, et donc il n'a pas le temps de se propager efficacement et sélection naturelle, surtout que les virus sont extrêmement soumis à la sélection. C'est partiellement vrai. La virulence d'un virus dépend de sa capacité à se transmettre. Deux exemples concrets. Le VIH se transmet difficilement. Si on retire le contact par le sang, c'est généralement par le sexe. Le problème, c'est qu'on ne baisse pas tous les jours, plusieurs fois par jour, avec des personnes différentes. Autrement dit, le virus galère à se transmettre, ce qui fait que le virus aura un taux de létalité très bas de 0%. Et oui, on l'oublie souvent, mais on ne meurt pas du sida, on meurt de maladies opportunistes qui ont le champ libre car il n'y a plus de système immunitaire pour les tuer, à cause justement du VIH. Et le deuxième exemple, c'est que si un virus se transmet extrêmement facilement, comme les maladies respiratoires, genre la grippe et le Covid, qui est d'ailleurs la meilleure méthode de transmission, on ne réalise pas, ou encore comme Ebola, qui est facile à attraper, bah ça ne sert à rien de ne pas être létal. Le virus, il s'en branle qu'il soit mortel ou non. Quoi qu'il arrive, il réussira à infecter d'autres gens avant que le malade décède. Donc pourquoi il devrait y avoir une forte section sur sa virulence? Conclusion, notre meilleur rempart contre les maladies infectieuses sont les joueurs de LoL. Le deuxième point qui pourrait expliquer sa grande virulence, c'est qu'on est un hôte accidentel. Les virus coévoluent avec leur hôte principal, ce qui fait que les deux organismes sont habitués l'un à l'autre, d'une certaine manière. Quand un virus infecte un tout nouvel hôte, son armement pour contrer les défenses de l'hôte seront soit insuffisantes, soit excessives, et notre système immunitaire aura une réaction démesurée qui entraînera une maladie bien plus violente. Typiquement, le SARS-CoV-2, au début, la maladie était bien violente, mais au fil du temps, le virus a évolué pour être adapté à l'hôte. D'ailleurs, n'imaginez pas que le Covid reste une maladie bénigne ou juste une grippe, ça reste quand même une belle saloperie, qui peut être très bien violente. Et quand on observe chez leurs hôtes, normaux, c'est-à-dire les chauves-souris, le virus n'a pas un gros impact sur eux, parce que justement, ils ont évolué ensemble. Et aussi car le système immunitaire des chauves-souris est trop bien foutu, comparé au nôtre qui est vraiment rincé. Bon, que faire?
On a déjà des vaccins contre le virus Ebola. Il y a plusieurs candidats, mais 2 ont une autorisation de mise en vente sur le marché. AD26-ZEBOV MVABN Philo, ou AD26-ZEBOV, et RVSV Delta G ZEBOV GP, ou RVBO. Le premier consiste en 2 injections de vecteurs viraux non réplicatifs, le premier un adénovirus, possédant à sa surface la protéine GP, et le second, se faisant 56 jours après la première injection, d'un virus de la vaccine, exprimant aussi la protéine GP à sa surface. Quant au second, il consiste en un vecteur réplicatif, mais non létal, d'un virus de la stomatite vésiculaire, exprimant à la surface la protéine GP. Il offre une meilleure immunité que le premier, mais possède quelques effets secondaires comme de la fièvre ou des maux de tête. Le hic, c'est qu'il n'est pas faux pour les individus avec une faible immunité, comme les immunodépressifs, les vieux, les femmes enceintes et les enfants. D'ailleurs, son efficacité est d'environ 84%, ce qui est incroyable. Mais il faut prendre en compte que c'est sur un échantillon assez petit quand on compare à d'autres vaccins, comme celui du Covid. Il y a d'autres vaccins qui reposent sur d'autres méthodes que des vecteurs, comme le virus Ebola inactivé, comme quoi faut aimer le risque, comme EBOV Delta VP30, qui consiste au virus mais sans le gène VP30 nécessaire à la réplication du virus. Un petit fait amusant, la GP est une protéine très conservée au sein des différentes souches du virus Ebola. Autrement dit, on est immunisé contre toutes les souches après le vaccin. Sinon, il n'y a aucun traitement antiviral contre le virus Ebola. J'entends par là un produit pharmaceutique. Le Remdesivir, conçu à la base contre le virus, n'était finalement pas incroyable contre ce dernier. Et maintenant, des gens essaient de voir s'il est utile contre le SARS-CoV-2. Les solutions à base d'anticorps monoclonaux fonctionnent, ce qui est logique, vu que ça va agir directement sur la GP, la neutraliser, rendant le virus inopérant. Quant au diagnostic, il faut faire une RT-PCR d'un échantillon sanguin, qui va permettre de détecter la présence ou non du virus dans votre organisme en amplifiant des fragments de génome après avoir converti l'ARN en ADN. J'espère que j'ai mieux expliqué qu'un certain biologiste. Les PCR peuvent produire des faux positifs, c'était pas le test adapté pendant le Covid. Le mieux, c'est de faire une RT-PCR en temps réel. C'est moins fiable, mais au moins vous pouvez être fixé plus rapidement qu'une vraie RT-PCR, qui prend beaucoup plus de temps, ce qui fait que le temps de recevoir les résultats, vous êtes déjà baisé. Et pour rappel, les premiers symptômes sont non spécifiques, retardant déjà le diagnostic. Voilà, c'était une petite vidéo sur le virus Ebola. Bien évidemment, je ne suis pas exhaustif par rapport à tout ce qui a été fait sur le virus et la maladie, mais j'espère avoir bien résumé le virus. Je vous invite à lire les articles en description, ça sera bien plus complet que cette vidéo qui résume très grossièrement le virus. La prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi ça sera, peut-être les rhabdoviridae ou les influenza, ou peut-être autre chose, honnêtement je ne sais pas. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager la vidéo et à vous abonner, et sur ce, à une prochaine fois.